« 2022, 20 ans, c'est l'anniversaire de TDIE et une occasion pour revenir sur ces 20 ans de politique de transport et puis pour dresser un certain nombre de pistes pour l'avenir. Rétrospective, prospective, c'est l'exercice qu'on va essayer de faire aujourd'hui sur plusieurs sujets qui semblent absolument essentiels pour ces politiques de transport, c'est-à-dire l'investissement, le financement, la tarification, comment on programme et comment on adopte, si possible, une véritable stratégie d'investissement. Alors pour en discuter, 4 personnes ici autour de la table et puis à distance un invité. Alors je vous présente les 2 coprésidents de TDIE, Philippe Duron et Louis Nègre à ma droite. Jacques Gounon, président de Fer de France, est avec nous. Merci Jacques. Et Diane Strauss, vous êtes représentante de Transport et Environnement à Paris et notamment spécialiste de la décarbonation. Et puis, à distance, donc Thierry Lallard, qui est ancien président du directoire de la Société du Grand Paris et qui a été aux premières loges pour envisager ces questions de financement et notamment de ressources affectées qui modifient grandement la physionomie des grands projets. Mais je voudrais commencer avec les 2 coprésidents de TDIE qui ont accompagné pour Philippe Duron l'ensemble de cette période, aussi bien lors des travaux du SIAT que la commission mobilité 21, que la création de la FIT, et Louis Nègre qui l'a rejoint un peu après à la tête de TDIE. Je voudrais aborder avec vous ces questions parce qu'on peut dire qu'en 20 ans, la réforme des outils, des modalités de définition et de mise en œuvre des politiques de transport a été très bouleversé, très modifié, ça a progressé si on veut prendre un terme plus positif. Philippe, comment qualifier ce travail sur les investissements et sur la programmation? Comment résumer cette évolution en 20 ans? Si vous voulez, il y a 20 ans, les infrastructures de transport, c'était un objet important, mais qui servait souvent de variable d'ajustement du budget de l'État. Et on était en train de décrocher sur le plan des investissements par rapport à d'autres pays, à l'Espagne, soutenue, il est vrai, par l'Union européenne, au Royaume-Uni, qui avait un grand retard à rattraper, c'est exact. Mais la France avait un peu baissé la garde, elle considérait qu'elle avait suffisamment d'infrastructures de très haut niveau, les autoroutes, les LGV, donc on faisait moins attention au reste des investissements. Et surtout, il y avait un stop and go qui était tout à fait dommageable pour leur réalisation. Donc nous avons milité dès le début pour avoir des recettes suffisantes, mais des recettes affectées de manière à ce qu'on puisse avoir une pérennité du financement des infrastructures. Et d'autre part, il nous semblait important de mettre en place une programmation pluriannuelle des investissements. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une infrastructure, ça demande du temps à mettre en place. Entre les études et la réalisation, il se passe 15, 17 ans, mais aussi ça met du temps à financer. À la FIT, moi je constatais que nos investissements demandaient au moins 5 ans. On décaissait sur 5 ans ou 6 ans sur une infrastructure. Et quand c'était un PPP, c'était beaucoup plus long, bien évidemment. Donc il était important d'avoir une vision de long terme pour pouvoir avoir une politique qui soit efficace et responsable. Louis Nègre, c'est toujours difficile pour des responsables politiques de dire non, mais en l'occurrence, le travail de priorisation qu'a effectué TDIE, avec évidemment les partenaires publics, a fait en sorte qu'on a mis un peu de côté certains projets pour essayer de mettre sur pied une vraie politique d'investissement pour les projets prioritaires. Absolument. Et on s'est rendu compte que nous avions une politique, par exemple sur les TGV, qui était une politique ambitieuse, très ambitieuse, mais on en avait oublié, du coup, tout le fonctionnement des transports du quotidien. Et qu'on le veuille ou non, les TGV sont fondamentaux, c'est une excellente vitrine, mais pour autant, tous ceux qui se déplacent, qui congestionnent aujourd'hui nos villes, nos agglomérations, ceux-là, on les avait un peu oubliés. Et on avait oublié aussi d'ailleurs l'infrastructure qui allait avec. Quand vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a eu récemment un incident sur une ligne, non pas de TGV, mais une ligne importante de ferroviaire,
dans lequel un rail a éclaté. Alors, le président de la SNCF a demandé quand est-ce que ce rail avait été posé, à titre tout à fait informatif. Il a découvert que c'était sous Guillaume II. Donc, quand on a ça, on se rend compte, comme l'a dit tout à l'heure Philippe, qu'il y a des évolutions, qu'il y a des prises de conscience. Mais on est encore loin de l'optimal, ça c'est clair. Et par rapport aux efforts qui sont faits avec les pays européens autour de nous, nous devons réagir plus que jamais, parce que sinon, nous prendrons du retard. Si je prends la modernisation du ferroviaire, aujourd'hui, nous régénérons beaucoup plus qu'il y a 5 ans, c'est bien, on a fait des progrès dans ce domaine-là, on met à peu près 2,8 milliards, il en manque encore 1 milliard à peu près, surtout quand on compare, mais alors, dans la modernisation, c'est le RTMS, c'est tout ce qui est la vitrine technologique de cette industrie qui est la 3e au monde. Il n'y a pas beaucoup d'industries françaises qui sont 3e au monde. Eh bien, dans ce domaine-là, nous prenons du retard actuellement parce que les moyens ne sont pas mis sur la table. Alors Jacques Gounod, quand on parle transport, souvent on parlait technique, on parlait infrastructure, mais sous l'influence notamment de TDE, on a parlé aussi services de transport, offre de transport et contexte d'organisation avec le développement de la concurrence. Comment vous voyez l'évolution de ces 20 ans ? On est passé d'un sujet d'État à un sujet de partenaires au sens large pour développer des solutions, comme on dit maintenant aujourd'hui, au plus près des citoyens qui veulent voyager et des chargeurs des entreprises ? Oui, alors je dirais, ça ne surprendra personne, qu'on est dans un monde de plus en plus complexe. Alors d'abord, je voudrais rendre hommage à TDIE et à ses présidents respectifs pour justement avoir créé une réflexion depuis 20 ans sur tous ces sujets-là. Réflexion extrêmement utile. Vous avez rappelé les interventions auprès des campagnes électorales présidentielles, parce qu'on touche sur un problème de fond, beaucoup plus à mon avis que les Français même ne le perçoivent. Deuxième commentaire que je voudrais faire, c'est que Fer de France porte l'ensemble de la filière ferroviaire dans une logique la plus consensuelle possible. Dans le constat également qu'il y a 20 ou 25 ans, la filière ferroviaire française était considérée comme une filière d'excellence et, j'allais dire, dominait le monde, que malheureusement aujourd'hui ça n'est plus tout à fait le cas et qu'il faut certainement prendre des décisions et investir pour pouvoir revenir à cette primauté qui était la nôtre. En tout cas, c'est la mission de Fer de France. Et puisque j'ai évoqué 20 ans, 25 ans, je rappellerai qu'il y a 25 ans, la loi a créé, a séparé l'infrastructure de la partie exploitation SNCF avec la création de RFF. Et mon constat est de dire que pendant 15-20 ans, il y a eu une forme de combat entre ces deux entités. On les a découplées, puis ensuite on les a rapprochées. Et mon regret, c'est de dire, peu importe la décision, et je ne suis pas là pour dire que c'était bien ou mal, mais on a quand même au moins depuis ces 5 ou 6 dernières années, voire ces 10 dernières années, au niveau de l'État, passé un temps, et au niveau du législateur, passé un temps considérable à déplacer à droite, à gauche, etc. Et donc là, je dirais que la logique de nouvelles perspectives du ferroviaire, du transfert modal, des aspects environnementaux, on y viendra, c'est de dire, et TDIE l'a souvent souligné, et vous aussi dans votre propre lettre, il faudrait essayer quand même de s'extraire de l'ultra-quotidien, de mettre en place des mécanismes financiers affectés et de façon pérenne. Le ferroviaire, c'est la longue durée. On ne peut pas changer tous les 2 ans, tous les 3 ans, au gré d'un amendement parlementaire, aussi respectueux soit-il, l'organisation du ferroviaire. Et donc il faut se remettre dans la durée, il faut se remettre dans la pérennité, il faut se remettre dans la logique de financement. Il faut éviter des oppositions inutiles, c'est un peu ce qu'a dit Louis. C'est pas TGV contre le quotidien, il faut les deux. Mais il faut que ça soit marié harmonieusement. Et donc je dirais qu'on a quand même un énorme travail à faire. Et mon dernier mot serait de dire que l'actuel président de la République a pris une décision très forte en enlevant énormément de dettes sur le dos de la SNCF, mais que finalement on n'a pas vu ce que ça pouvait donner de positif. C'est pour l'instant transfert de l'un à l'autre, c'est certainement très préoccupant à Bercy, mais ça n'a pas réglé les problèmes du ferroviaire. Si je vous entends bien, c'est premièrement gouvernance au pluriel stabilisée, Bien sûr. Gouvernance des entreprises, gouvernance des systèmes, gouvernance de la régulation et de la concurrence. Ça, c'est un présupposé. On peut considérer qu'on y est presque. Quel est votre sentiment sur ces questions qui nous occupent depuis de nombreuses années ?
Eh ben moi, je dirais, quel que soit le cadre dans lequel on est arrivé, il y aura toujours des imperfections, il y aura toujours des progrès à faire, mais le meilleur progrès à faire, c'est d'arrêter de transformer à tout moment les structures d'activité. On a besoin de continuité, on a besoin de lisibilité, j'allais dire, pour que le ferroviaire soit mieux perçu comme une réponse environnementale majeure, comme une réponse pour transfert modal. Il faut arrêter, j'allais dire, les complexités inutiles, et il faut dire à nos concitoyens des choses simples. Et il faut que les politiques, fameux États stratèges, aient des décisions claires et ne les remettent pas en cause parce qu'ils arrivent à une responsabilité ministérielle et qu'ils partent du principe que rien n'a été fait avant. Il y a une forme en effet de... Il faut stabiliser, simplifier, avancer. Thierry Dallard, vous connaissez aussi bien le ferroviaire que le Grand Paris Express. Et donc, Jacques Gounon évoquait il y a quelques instants la question des ressources affectées. Est-ce qu'on peut dire que ces ressources affectées, cette taxe d'équipement sur les ménages et les entreprises en Île-de-France, a tout changé pour un projet aussi gigantesque que celui de la Société du Grand Paris ? Alors effectivement, les taxes affectées, et notamment les taxes sur les mètres carrés de bureaux, hein, qui consistent l'essentiel de la fiscalité attribuée à la Société du Grand Paris pour réaliser les 200 km de métro du Grand Paris Express, ont joué un rôle majeur dans la robustesse et dans la visibilité de long terme. Je voudrais quand même cependant nuancer l'importance de ces ressources affectées par rapport à un autre élément de l'outil qui est dans la Société du Grand Paris, c'est la possibilité d'emprunter. Et je dirais presque que la capacité d'emprunter est bien plus importante que les recettes affectées. Parce que les recettes affectées, il faut quand même se rappeler une chose, c'est que ce sont des recettes issues d'une loi de finances et que donc tous les ans, une loi de finances peut évoluer. Donc finalement, d'un point de vue durabilité, les recettes affectées ne sont pas forcément très différentes des contrats de plan État-région. Or, on sait que les contrats de plan État-région ont une tendance quand même à s'étaler sur un grand nombre d'années. Donc ce qui fait vraiment pour moi la force de l'outil qui a été défini par le Parlement en 2010, qui a créé la Société du Grand Paris, cette capacité d'emprunt. Je vais donner une illustration qui parle d'elle-même. La Société du Grand Paris reçoit en recettes dédiées à l'heure où je parle cette année, c'est à peu près 800 millions d'euros. Alors c'est indexé sur l'évolution du PIB, mais peu importe. Avec 800 millions d'euros par an, si le projet avait été réalisé comme le sont les projets financés par la FIT, c'est-à-dire en dépensant uniquement l'argent de l'année N, c'est-à-dire 800 millions d'euros, eh bien la mise en service des 200 km n'aurait pas été envisageable avant 2080-2085. Ce qui permet aujourd'hui au maître d'ouvrage, qui est la Société du Grand Paris, de travailler et d'œuvrer pour que la mise en service soit faite à l'horizon 2030, c'est la possibilité d'emprunter. Et cette possibilité d'emprunter, elle est très rare finalement dans les maîtres d'ouvrage publics, et c'est probablement ça qui caractérise le mieux le Grand Paris Express et le fait qu'il va être réalisé effectivement dans des temps records. Effectivement, on aurait eu du mal avec TDE à fêter le Grand Paris Express en 2080-2085, même si nous sommes pleins d'énergie et d'optimisme. Est-ce que à la fois ces ressources affectées et cette capacité d'emprunt peuvent être étendues à d'autres infrastructures de transport, à d'autres projets que le Grand Paris Express? Est-ce qu'il faut généraliser ce principe, ces sociétés de projets et d'une certaine façon cette décentralisation des méthodes? Moi, je suis convaincu de l'efficacité d'un outil qui peut emprunter. J'en étais convaincu avant la loi 2010, puisque pendant 11 ans, je suis allé faire des PPP, des concessions. Or, qu'est-ce que c'est qu'une concession et un partenariat public-privé? C'est exactement la même chose que la Société du Grand Paris, sauf que comme on n'avait pas franchi le pas de permettre à un objet public d'aller chercher de la dette sur les marchés obligataires, on avait dit à des investisseurs privés, faites-le pour moi. Et quand on regarde l'aventure des sociétés d'autoroutes, puis des PPP à partir de 2007, c'est construit autour de ce principe de créer une société de projet, lui donner la mission de réaliser l'opération le plus rapidement possible. Donc elle est complètement, je dirais, affranchie de la programmation budgétaire annuelle, qui est finalement la vraie cause des étalements de réalisation des projets. Ce n'est pas les causes techniques, c'est d'abord ces causes-là. Et puis, pour réaliser ça, une fois qu'elle a son plan de technique de réalisation et de programmation, eh bien, elle va voir les banquiers, elle va voir les marchés obligataires. Et je pense que cette logique-là, elle a vocation effectivement à être reproduite, y compris avec des outils publics comme la Société du Grand Paris.
Alors, le dire, c'est une chose. En être convaincu, je suis convaincu. Après, on rentre vers des difficultés qui n'ont pas d'origine technique, mais qui ont des origines normatives. Ce que j'ai pu découvrir à l'occasion des derniers PPP que j'ai pu faire, c'est la manière dont les dépenses d'investissement sont comptabilisées par le ministère des Finances au titre de l'équilibre maastrichtien des 3% de dépenses de déficit public. Quand vous prenez un PPP, c'est assez facile à visualiser. Si vous avez un projet ferroviaire, vous prenez Nîmes-Montpellier, il a été réalisé en 5 ans à peu près. Pendant 5 ans, il n'y a pas eu 1 euro d'argent public, ça a été fait par des financements privés. Et puis, à partir de la mise en service, là, les financements publics sont arrivés et ont payé le loyer aux investisseurs. On pourrait croire assez naïvement que prendre en compte les dépenses d'investissement au titre de Maastricht, ça revient à prendre en compte les dépenses de loyer. En fait, non, ce n'est pas le cas. Il y a une norme des dépenses publiques, qui est à l'opposé du sens économique, qui est à l'opposé de ce que font les entreprises, qui consiste à dire, ben voilà, si je fais un TGV pour 3 milliards d'euros, eh bien, je vais comptabiliser les 3 milliards d'euros dépensés pendant la période de travaux, même si, de facto, il n'y a pas 1 euro d'argent public qui a été dépensé pendant cette période-là. Et je pense que ce sujet-là, cette contrainte qui est encore contrainte normative, elle ne résulte pas d'une loi de finances, elle ne résulte pas d'une difficulté technique, elle ne résulte pas d'une difficulté liée au Code des marchés publics, est un vrai frein justement à la multiplication des sociétés de projets comme la SGP, qui pourraient, encore une fois, non seulement avoir des recettes dédiées, mais surtout s'appuyer sur une capacité d'emprunt. Merci Thierry, je reviendrai vers vous tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, est-ce qu'il faut aller chercher de l'argent privé de façon plus massive qu'aujourd'hui face aux difficultés budgétaires? On voit que sur la tarification, c'est difficile en France par rapport à d'autres pays. Est-ce que le recours à des financements privés est une option prioritaire? Philippe? Je voudrais dire qu'au moment de la création de l'AFIT, Gérard Longuet, qui l'a présidé à l'époque, avait envisagé de pouvoir recourir à l'emprunt pour financer plus rapidement un certain nombre de projets. Bercy a fait inscrire dans les statuts que l'AFIT ne pouvait pas recourir à l'investissement privé. Le ministère des Finances ne voulait absolument pas que des opérateurs puissent avoir cette possibilité. Ensuite, moi je pense que compte tenu de la situation des finances publiques, aujourd'hui, hier, mais demain également, eh bien, on n'arrivera jamais à nos objectifs de décarbonation d'ici 2030 et 2050 si on ne va pas chercher d'autres financements. Et il y a deux types de financements qui peuvent nous aider à le faire. C'est bien évidemment l'argent privé, mais c'est aussi une autre tarification. Et c'est un sujet qu'il faudra peut-être aborder parce qu'il est aujourd'hui un sujet extrêmement sensible dans l'opinion, mais aussi dans la classe politique de ce pays. Donc, il faut savoir ce que l'on désire. Où sont nos priorités? Jacques Goudon, si on prend l'exemple du fret ferroviaire, il y a des investisseurs privés qui veulent s'investir, par exemple, dans des terminaux. Ce ne sont pas des grands projets, ce sont des projets qui, proches du terrain, rendent de grands services. Et pour l'instant, ils ne le peuvent pas parce que le GCA Infrastructure ne donne pas de la visibilité nécessaire, parce que s'ils veulent de l'investissement, ils veulent pouvoir le faire sur 20 ou 30 ans. Est-ce qu'il faut changer ça et faire en sorte d'oxygéner un peu cette économie ferroviaire dont on va voir dans quelques instants qu'elle a grand besoin d'investissement? Alors, je corrigerai, mais dans un sens positif, un peu les propos de Philippe. Il n'y a pas besoin d'aller chercher de l'argent privé, vous l'évoquez là. Il y a énormément d'argent privé qui cherche à s'investir dans des projets à long terme, qui ne recherchent pas, j'allais dire, des plus-values immédiats ou des retours de type action très, très profitable, mais qui recherchent du rendement correct, satisfaisant, de type assurance-vie sur le long terme. Donc effectivement, c'est quand même dommage de voir tout cet argent disponible que des règles un peu anciennes empêchent de concrétiser. Deuxième constat que je ferai, il ne faut pas oublier non plus la création de valeur que représentent les infrastructures lorsqu'elles sont réalisées. On sait que l'attractivité de la France, encore aujourd'hui je crois, tient à l'excellente qualité de ses infrastructures. Qualité un peu mise à mal ici ou là, mais qui globalement quand même reste très attractive.
quand vous avez donc effectivement des investisseurs privés qui créent des sites industriels ou de toute autre nature, ou dans le domaine de l'immobilier, et c'est l'arrivée de la LGV à Bordeaux, vous avez de la création de valeur et elle échappe effectivement à l'infrastructure qu'il a créée. Donc là, c'est plus compliqué, mais c'est quand même dommage. Donc l'argent est là, ce n'est pas un problème. Pour revenir plus précisément sur le fret ferroviaire en France, il ne peut intéresser... C'est très difficile aujourd'hui, mais pourquoi ? Parce que le réseau n'est pas, je dirais, adapté, ni même pas dirigé vers le fret. Et donc, pour un investisseur, même s'il n'a pas de grandes ambitions de retour sur investissement, il est quand même à la recherche d'un retour minimal, ce que j'évoquais de type assurance-vie. Aujourd'hui, le réseau français, qui n'est pas assez modernisé, qui ne reconnaît pas le fret ferroviaire comme étant une entité pouvant jouer un rôle très significatif dans la décarbonation, il est clair que les conditions ne sont pas réunies pour attirer autant d'argent qu'il serait nécessaire. Si, vu de l'esprit, on disait on va créer des corridors de fret, ce qui est quand même la politique européenne, avec des investissements privés, avec des voies nouvelles, performantes ou autres, etc., oui, on changerait complètement la donne du fret. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Alors, Diane Strauss, vous avez travaillé notamment dans la finance verte. D'une certaine façon, les objectifs de décarbonation changent un peu tout, puisque ça apporte de nouvelles perspectives. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi ce logiciel d'analyse des projets, on a souvent parlé des TRI, des taux de rendement interne, qui ont longtemps présidé à l'évaluation des projets. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ces objectifs de décarbonation modifient grandement ce travail d'analyse des projets? Bien sûr, tout à fait. Peut-être quelques mots préliminaires pour bien comprendre le calendrier. Quand on parle d'urgence climatique, aujourd'hui, les enfants qui naissent actuellement en maternité vivront dans un monde à 2 degrés, plus de degrés, on le sait. On n'est pas sûr déjà que ce soit vivable pour eux. Si on ne fait rien, ils vivront sûrement quand ils auront 30-40 ans dans un monde à plus 6 degrés. Donc là, on sait que c'est difficile, ce sera impossible pour eux. Donc on a 10 ans pour agir et pour réussir à renverser la tendance. 10 ans pour faire des investissements, 10 ans pour réduire les émissions de CO2. 10 ans, c'est vraiment pas grand-chose. Donc quand on parle d'investissement, il faut garder ce calendrier à l'esprit et agir le plus rapidement possible. Maintenant, que disent les études ? Le transport routier, c'est à peu près un quart des émissions du pays. Ça représente 90% des émissions du transport. Et donc, c'est surtout le transport routier qui est à l'origine des émissions de CO2. Et là, on sait qu'on peut transformer, on a une technologie accessible qui est la technologie électrique qui permet de réduire les émissions de CO2. Donc, il faut absolument, bien sûr, électrifier les voitures. Il faut une date de fin de vente des véhicules thermiques qui est fixée pour le moment, proposée par la Commission européenne de 2035, mais surtout aller le plus rapidement possible sur la trajectoire de l'électrification qui va avoir lieu là pendant cette dizaine d'années. Et donc, en termes d'investissement, c'est vraiment sur l'électrification qu'on va avoir un énorme défi et donc les bornes de recharge. Quels sont les publics qu'on peut électrifier en priorité ? Les voitures d'entreprise. Donc, il y a vraiment une question sur quelle est la disponibilité des bornes de recharge pour toutes les voitures d'entreprise, les VTC, qui vont permettre de réduire l'usage notamment de la voiture en ville, la congestion, etc. Et donc là, on a développé dans le précédent quinquennat un mécanisme qui permet d'aider au financement des infrastructures de recharge, c'est un crédit TIRIB qui s'appelle, qui en fait, dans le cadre d'obligations européennes, les fournisseurs de carburant subventionnent l'installation de bornes de recharge et l'opération de bornes de recharge. Et il faut étendre ce mécanisme aux bornes de recharge privées, parce que pour le moment, ça ne s'applique qu'aux bornes de recharge publiques, et que c'est vraiment la recharge privée qui va permettre aux gens d'utiliser des voitures électriques. Donc ça, c'est un mécanisme qui est déjà en place, mais qu'il va falloir vraiment étendre, et qui permet d'utiliser finalement, je dirais, c'est pas de l'investissement, mais qui permet d'utiliser les ressources de certains acteurs polluants, et de les transférer vers une économie plus décarbonée. Pour le fret ferroviaire, je voulais peut-être revenir aussi un mot sur le transport de marchandises parce que c'est important quand on parle de décarbonation. De même, le fret ferroviaire va
va avoir une très grande importance. Bien sûr, il faut du report modal. Le camion restera vraiment le logiciel préférentiel des personnes qui font circuler des biens. Et donc, une fois de plus, là, le changement de motorisation, notamment l'électrification et l'installation de bornes de recharge, c'est vraiment un défi pour l'investissement. D'une certaine façon, vous nous dites, on sait ce qu'il faut faire, on sait qu'il faut le faire dans les 10 ans, on sait d'une certaine façon les migrations qu'il faut faire vers l'électrique, vers un certain nombre de solutions propres. La question se pose de comment le faire et surtout quelle visibilité donner à nos concitoyens et au-delà aux entreprises pour ce qui est des marchandises. Et quand on interroge les Français, ils ont l'air un peu perdus sur les bornes de recharge, ils ne savent pas trop comment ça se passe, c'est un peu la jungle. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi changer cela d'une certaine façon? On a dit que les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires, aéroportuaires, etc. devaient rester dans le domaine public parce que c'était un bien commun. Et là, sur ces nouvelles mobilités, on a l'impression que tout ça est un peu en vrac, est un peu en désordre. Quel est votre sentiment sur cette question de, c'est pas de l'acceptabilité, mais en tout cas des éléments qui vont convaincre nos concitoyens de faire d'autres choix, notamment en matière de mobilité personnelle? Je pense qu'une fois de plus, en termes de calendrier, la priorité, c'est les voitures d'entreprise. Et là, on a des objectifs de verdissement des flottes, mais qui ne sont pas assez ambitieux. Mais il faut vraiment aider les entreprises à proposer, parce que les voitures d'entreprise, c'est 50% des ventes de voitures nouvelles chaque année. C'est énorme. Mais les Français entendent des slogans. En 2030, il n'y aura plus de voitures thermiques. Donc, ils se demandent, est-ce qu'il faut que j'investisse? Et là, ils ont une difficulté à avoir... Ça coûte plus cher. Est-ce que ce n'est pas un angle mort un peu des politiques de transformation? Jacques? Je pense juste une toute petite remarque. Je suis convaincu, j'ai un véhicule électrique et j'ai des difficultés quand je circule pour trouver des bornes de recharge. On connaît la taxonomie qui est en cours de mise en place. La borne de recharge est éligible, elle est considérée comme vertueuse. Pas l'électricité qui est fournie par la borne de recharge parce qu'on n'en connaît pas l'origine. Donc déjà, il y a des aberrations certainement administratives à évoquer. Mais j'attire votre attention sur la nécessité que l'électrification du parc entraîne, et il y a des études publiques européennes depuis très longtemps, entraîne des besoins en production d'électricité considérables. Et si, c'est d'ailleurs pour ça que ce n'est pas éligible à la taxonomie, l'électricité de la borne de recharge, si c'est pour faire des centrales au charbon pour fournir l'électricité pour que les voitures roulent à l'électricité, on voit tout de suite quelle est la difficulté. Je voulais juste dire que c'est complexe, c'est important, qu'il y ait une volonté, qu'il serait nécessaire qu'il y ait une volonté politique d'État de mettre en œuvre des installations, des infrastructures de bornes de recharge, j'en suis tout à fait d'accord. Est-ce que le mécanisme qui consiste à contraindre celui dont l'activité va se réduire à mettre en œuvre ce qui est sa propre concurrence, sur le plan de l'efficacité, je m'interroge. Donc, il y a des études qui montrent que jusqu'à 15 millions de véhicules en 2030, on n'a pas besoin de capacité supplémentaire. Mais bien sûr, il faut prévoir après 2030 et ça, ce sera vraiment un enjeu des politiques publiques. Lounet, vous êtes un élu local. Vous voyez comment vos concitoyens... On dit aujourd'hui que, et les enquêtes le montrent, que les Français et les Européens de façon plus large sont convaincus qu'il faut faire un certain nombre de choses pour éviter la catastrophe climatique. En matière de comportement, comment vous sentez leur réaction à ce qui est en train de se passer? Leur réaction, c'est que, je dirais, le défi du changement climatique est en train de percoler. On ressent, si je compare à 5-10 ans, on voit bien que c'est en train de... Et c'est d'autant plus, ça percole d'autant plus que vous êtes jeune. Et donc là, on voit que ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui nous poussent. Et donc c'est parfait. C'est comme ça qu'évolue le monde. Et donc, à ce niveau-là, j'entendais ce matin le webinaire du Conseil général qui disait que, en fait, à l'heure actuelle, on estime qu'avec 15 millions de véhicules électriques, de toute manière, nous vendons suffisamment d'électricité à l'export pour avoir, si on en avait besoin, on pourrait faire face. Donc j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans les détails, qu'on m'explique un peu entre les différentes études qui n'ont pas l'air d'être sur la même longueur d'onde pour qu'on rassure. Il faut rassurer nos concitoyens. Nos concitoyens sur le véhicule électrique, j'ai été, quand j'étais sénateur, responsable du livre vert du véhicule électrique, et on avait deux problèmes. C'était l'autonomie qui est en train de progresser de manière considérable, j'allais dire tous les jours ou presque, et deuxièmement, on a le problème des bornes.
Donc, nous savons ce qu'il nous reste à faire, et c'est là où l'État stratège doit peser de tout son poids avec les régions, avec les agglomérations. Il faut qu'il y ait un plan Marshall dans ce domaine-là. Il ne suffit pas de dire « il y a qu'à Faucon ». Non. Il faut se dire à ce moment-là, voilà ce qu'on veut. On veut atteindre une décarbonation, on va y mettre les moyens. Bon, encore une fois, sinon, ce sont des discours. Thierry, oui, Sans allonger le Jacques. débat, un mot sur le fret ferroviaire. C'est quand même aujourd'hui, pour le transport de marchandises sur longue distance, la solution la plus vertueuse sur le plan de l'environnement. Les rails existent, les locomotives existent, les wagons existent, les conducteurs existent. C'est beaucoup plus rapide de développer le fret ferroviaire que de créer des infrastructures de transport pour des camions, y compris étrangers, etc., qui circuleraient en France. Voilà. Si vous me permettez juste de rebondir. En fait, je pense qu'il ne faut pas du tout opposer camion versus fret. Non, L'objectif je ne n'est pose pas, pas je dis là. que Et c'est plus d'ailleurs, rapide. les études et le CGDD le montrera, mais on trouve la même chose avec les ONG. Même si on est sur une trajectoire d'électrification très ambitieuse, beaucoup plus ambitieuse que ce que propose la Commission européenne actuellement, on n'arrive pas à notre budget carbone. Donc il faudra réduire la part modale de la voiture et des camions. C'est évident. Donc maintenant, la question, c'est les investissements qu'on veut avoir, qui veulent donner leurs effets dans 10 ans, il faut les prévoir maintenant. Et donc en fait, il y a une question de temporalité. Il faut mener les deux, je dirais, les choses de front. Voilà, les deux volets de front. Investissement public dans le fret, et puis dans le ferroviaire, et puis la voiture. Et investissement public aussi dans les équipements de recharge, Voilà, de façon exactement. à donner une visibilité Il ne pour faut tout pas le monde. oublier qu'une grande partie des transports routiers, ce sont des courtes distances où le ferroviaire a moins de pertinence que le camion. Thierry Dallard, est-ce que ces objectifs environnementaux changent la donne au niveau des financements? On voit qu'il y a beaucoup d'argent qui se dirige vers les projets dits verts, vers les projets qui ont un bénéfice environnemental évident. Est-ce que ça change la nature des financements, notamment sur des grands projets d'infrastructures collectives? Paradoxalement, l'argent est vraiment le dernier des problèmes dans cette affaire et dans cette urgence. Juste à titre d'illustration, le dernier emprunt obligataire que j'ai émis quand j'étais à la Société du Grand Paris, sur 50 ans, ça a coûté 0,6%. Et on avait à peu près 5 fois l'offre par rapport à ce que nous demandions. Donc il y a de l'argent, il y a de l'argent pas cher. Par contre, il y a une vraie urgence à décider vite, et je vais vous donner quelques éléments d'illustration. Quand on regarde les 20 plus grandes métropoles au monde, aujourd'hui, Paris, alors qu'on considère encore que la France est très bien équipée en infrastructure, etc., sur ces 20 plus grandes métropoles au monde, Paris doit arriver à peu près à la 17e ou la 18e place par la taille de son métro. Ce qui est intéressant, c'est que si la décision du Grand Paris Express n'avait pas été prise en 2010, mais avait été prise en 1990, c'est-à-dire dans la continuité des travaux de la ligne 14, eh bien aujourd'hui, Paris serait dans la 4e position. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que le temps passe, que pendant que le temps passe et qu'on ne prend pas de décision, d'autres pays investissent massivement. Et quand le Grand Paris sera enfin mis en service en totalité en 2030, eh bien, nous ne serons pas 4e, nous serons à peine 9e. Parce qu'il y a plein de pays dans le monde qui continuent d'investir. Donc je crois que cette urgence, elle est vraiment palpable avec cet exemple-là. Autre sujet d'inquiétude, c'est les compétences. Parce que pour faire des projets, il faut des hommes et des femmes. Mes prédécesseurs ont beaucoup souffert dans les 10 premières années de l'aventure du Grand Paris Express, parce que tant pour créer une équipe de maîtrise d'ouvrage que pour avoir des entreprises et des maîtres d'œuvre au point, eh ben, ça a été compliqué parce qu'on n'avait pas fait de grands métros comme ça depuis près de 20 ans à Paris. Jacques évoquait tout à l'heure avec justesse l'importance de se préoccuper de l'origine de l'électricité. On sait bien qu'aujourd'hui, la plus grande capacité de produire l'énergie décarbonée et surtout pilotable, parce que je suis désolé, mais quand il fait très froid et quand il fait très chaud, en général, ça correspond à des anticyclones. Quand il y a des anticyclones, les éoliennes, ça ne tourne pas. C'est un peu simple, mais c'est quand même une réalité. Et bien moi, je crains que les difficultés que nous observons aujourd'hui rencontrées par EDF sur le PR sont à corréler avec celles qu'a eu le Grand Paris Express, parce que quand on ne fait pas et quand on n'investit pas pendant 10 à 20 ans dans une solution technique, eh bien, il y a un vrai sujet de perte de compétences. Vous évoquez effectivement, Thierry, deux problèmes, la gouvernance des projets, l'organisation, le fait qu'on décide peut-être pas assez vite et qu'il a fallu cette accélération sur le Grand Paris Express de 2008 pour sortir de 20 ans de sous-investissement dans la métropole parisienne, francilienne. Et puis, deuxièmement,
le niveau des investissements. Philippe, ce sont ces deux travers, ces deux problèmes qui handicapent... Je crois qu'il y a un problème politique, savoir qui décide. Hein. Et en France, depuis quelques années, probablement en raison de notre déficit budgétaire et de notre endettement chronique, hein, ceux qui décident in fine, ce sont les gens du ministère des Finances. Et eux, leur sujet, c'est comment maîtriser les finances publiques. Ce dont on a besoin, c'est d'un ministre des Transports qui ait un poids politique, hein, capable d'équilibrer la discussion entre l'opérateur de transport, le ministre des Transports, celui qui pilote ces stratégies, et ceux qui le financent. On s'aperçoit aujourd'hui que sur de nombreux projets, les discussions souvent s'enlisent entre les différents partenaires, l'État, les régions, les collectivités. Est-ce que ça, c'est pas aussi une priorité pour les années qui viennent au vu de ce la gouvernance entre l'État et les autres collectivités territoriales, oui, c'est un vrai sujet. C'est un sujet que Louis a souligné tout à l'heure. Mais je prendrai un exemple pour les fameux SER, les RER métropolitains qui ont été, j'allais dire, portés par la loi d'orientation des mobilités. On voit que lorsqu'il y a un dialogue fluide entre les acteurs, entre une région et une métropole, les choses avancent. C'est le cas en Nouvelle-Aquitaine où le président de région et le président de l'agglomération bordelaise, depuis une dizaine d'années, ont su avancer ensemble. C'est le cas en Alsace, où on a une bonne fluidité des discussions entre le président de région et la maire de Strasbourg. Hein. Là, les choses avancent. Ailleurs, et je ne citerai pas d'exemple, mais on voit que c'est plus difficile, hein, parce que le dialogue entre des élus de grandes collectivités se fait moins bien que ça pourrait être nécessaire. Hein. Et puis entre l'État et les régions, il n'y a pas une discussion, j'allais dire, régulière, comme c'est le cas en Allemagne, comme c'est le cas en Italie. Hein. Quand les présidents de région sont reçus une fois par an par le Premier ministre, c'est une bonne législature, il y a eu une bonne entente. Ça n'a pas toujours été le cas, et ce n'est pas suffisant. TDIE, depuis le début, a voulu inscrire l'Europe comme un aspect essentiel de ces travaux. Jacques Gounon, vous êtes bien placé pour une de vos autres responsabilités au sein du Lyon-Turin pour constater que c'est parfois difficile d'avancer de concert avec nos voisins. Est-ce que là, il n'y a pas aussi un peu d'inquiétude sur la pérennité de ces grands projets européens qui sont pourtant essentiels dans la construction de l'Europe telle qu'on l'envisage depuis maintenant plus de 50 ans ? Alors, je dirais que le sujet n'est pas tant européen parce que l'Europe a depuis longtemps mis en place des politiques de corridor et le Lyon-Turin s'inscrit dans ce corridor. Et là, j'allais dire, il y a une volonté raisonnable de l'Europe de faire avancer les choses et d'utiliser le seul levier réel qui est là par rapport à des politiques nationales, c'est celui du financement. Et vous savez que sur le Lyon-Turin, compte tenu des retards pris, l'Europe incite les deux pays à aller plus vite en mettant en place des financements tout à fait exceptionnels, puisque bientôt, ça va être l'Europe qui va payer la quasi-intégralité de ce projet. Le deuxième constat, c'est que au gré des changements de politique, je vais le dire, voire de président de la République, il y a eu des confirmations, des crispations avec les Italiens, enfin bref, et le récent traité du Quirinal signé par le président de la République, je crois, a mis un point d'arrêt définitif à cette incompréhension ou ces difficultés de dialogue entre l'Italie et la France. Et à la limite, Philippe a raison, il évoque les difficultés de dialogue au niveau des régions, et là c'est presque la même chose sur le plan alpin. Ce qui a manqué, me semble-t-il, ce qui manque encore aujourd'hui le plus sur Lyon-Turin, puisque sur le projet du tunnel de base, celui-ci est parti, financé, et il ne s'arrêtera pas. On y revient toujours, c'est un retard considérable sur la décision du complément des accès. On est dans un cas de figure où le Lyon-Turin, le tunnel de base risque d'être mis en service et il débouchera, alors que côté italien, les travaux sont faits pour avoir des accès de qualité, 20 000 tonnes par an, débouchera sur des voies qui datent de Napoléon III en France. Là, on revient sur la modernisation du réseau, sur la nécessité d'investir, etc. Mais Philippe l'a souligné, tout ça pour des raisons, j'allais dire, budgétaires.
Un petit mot sur les oppositions qui se sont fait jour, qui sont de deux natures, des oppositions politiques, j'allais dire, que l'on doit respecter, enfin, un peu, de mon point de vue, d'une logique de décroissance, mais elles ont le droit de s'exprimer. Puis beaucoup d'agitation locale, parce qu'effectivement, quand une voie nouvelle passe dans votre jardin, vous n'êtes pas satisfait et vous montez... Bon. Et ce que je voulais simplement, à partir de cet exemple, aussi bien le retard dans le choix des accès que les difficultés qui ont retardé ce projet dans son ensemble, me semble-t-il, la notion d'intérêt général n'est pas aussi forte que celle qui prévalait quand, en l'occurrence, la déclaration d'utilité publique des accès a été prise il y a maintenant 10 ans, un peu plus, 12 ans. Il faudrait revenir, si on veut avoir des infrastructures de bornes de recharge, si on veut avoir une modernisation des postes d'aiguillage sur le réseau français, il faut, le Grand Paris, il faut revenir à une logique, c'est à un moment donné, l'intérêt général est supérieur à la somme des intérêts individuels et le politique doit assumer en mettant en place les décisions et les financements spécifiques, publics ou privés ou conjoints, qui permettent de réaliser l'objectif, faute de quoi on prend 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de retard, et ça coûte finalement à la collectivité. Alors moi je crois que j'adhère à ce que dit Jacques Gounod. Mais je dirais qu'il y a aussi une responsabilité du politique à faire la pédagogie de ces projets. Hein. D'accord. On a trop souvent considéré que lorsque on avait le vote du Parlement, tout était acquis. Faites référence à l'écotaxe. Je fais référence à l'écotaxe, qui a coûté très cher à la FIS à l'époque où je la présidais. Hein. Ici, un milliard d'euros. 1 milliard d'euros. C'est un chèque que j'ai signé le 31 décembre. Hein. Je suis revenu à Paris exprès pour signer ce chèque. Je dois dire que je m'en souviens très bien. Et oui, mais enfin, c'est mieux quand on encaisse le chèque que quand on décaisse. Et je crois qu'ici, tout le monde était convaincu que c'était une bonne solution et que ça serait accepté par tout le monde. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une résistance. D'abord parce qu'on n'a pas bien expliqué les choses. Ensuite, parce qu'on a voulu aller un peu vite et qu'un certain nombre de dispositifs techniques, hein, notamment pour le financement de la taxe qui devait être répercutée vers les chargeurs, c'était une illusion de l'esprit, hein, et fait que cette affaire a beaucoup inquiété. Elle a inquiété les professionnels du transport, dont les marges sont extrêmement réduites, hein, et elle a inquiété aussi certaines populations qui n'étaient pas habituées à des infrastructures tarifées. Je pense notamment à nos amis bretons qui croyaient depuis longtemps qu'en Bretagne, les choses étaient différentes et que les infrastructures étaient gratuites, qu'il s'agisse des autoroutes ou de tout autre système. Donc, parler aux Français, expliquer. Les grandes réformes, ça demande du temps. Hein. Les pays du Nord qui ont fait des grandes réformes, notamment sur les retraites, ont mis une dizaine d'années pour les faire passer. Nous, on prend beaucoup de temps à réfléchir. Quand on décide, on veut aller très vite et on ne prend pas peut-être les précautions qu'il faudrait pour qu'on ait une acceptabilité de ces sujets. Puisque vous avez évoqué ce sujet justement, Diane Strauss, est-ce qu'on n'est pas un peu handicapé par des rivalités d'écoles de pensée, d'une certaine façon, autour des objectifs de décarbonation ? Il y a, Jacques Gounod l'évoquait, des décroissances qui veulent plus de frugalité, qui veulent réduire les mobilités, que ce soit celles des individus ou celles des marchandises. D'autres qui disent que non, on va de plus en plus se déplacer parce que c'est la liberté et puis parce que du fait d'un certain nombre d'évolutions, notamment du monde du travail, le télétravail, etc., on va être amené à davantage se déplacer pour le plaisir. Enfin, toutes sortes d'écoles de pensée différentes. Quel est votre sentiment ? Est-ce que finalement, on ne perd pas du temps aujourd'hui avant de choisir sur des projets qui sont vraiment vertueux ? Je pense que on va dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on est à la fois vers une transition technologique qui nous permet de voyager et à la fois on est vers une amélioration des transports qui permet justement la sobriété, le covoiturage, les VTC partagés. Il y a plein de solutions technologiques qui permettent notamment de réduire la place de la voiture en ville. Ce qu'il faut, c'est que la solution la plus environnementale soit aussi la plus confortable et la plus sécurisante. Et c'est ça le défi des prochaines années, c'est de réfléchir pour ce qui est de la sobriété à des solutions qui sont attractives pour les individus et pas seulement des contraintes. Mais on y arrive puisque, comme on le voit très bien, les VTC aujourd'hui, c'est des voitures partagées et ça fonctionne très bien. Donc il y a des solutions qui existent. J'aimerais juste revenir sur la question de la fiscalité pour les individus et puis pour les entreprises.
on connaît tous la crise des Gilets jaunes. Je pense qu'elle nous a enseigné une chose, c'est que la fiscalité, quand elle arrive, elle doit arriver au moment où il y a une alternative. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux populations captives, notamment captives de la voiture, qu'ils soient transporteurs, qu'ils soient individus, de payer plus pour faire les mêmes trajets sans alternative. Et donc, une fois de plus, il y a une question de temporalité dans la mise en œuvre des politiques publiques de fiscalité. Seulement quand on aura des voitures électriques d'occasion, on aura des offres de mobilité intelligente dans la ville, qu'on aura des systèmes de transport ferroviaire qui fonctionneront bien, alors on pourra demander aux gens de basculer vers des systèmes de mobilité propres et donc taxer les modes de transport polluants, notamment l'essence, le diesel. Et la Commission européenne propose un texte qui est assez critiqué en France, qui est le système de taxation du carburant à partir de 2026. Donc il faut que ces solutions de mobilité alternative existent avant 2026. Mais là est l'enjeu. Donc Louis Nègre, pour que l'écologie ne soit pas punitive, c'est aux acteurs locaux de mettre en place des solutions, comme disait Diane Strauss, qui convainquent nos concitoyens de fonctionner autrement. Que ce soit Philippe ou Madame, c'est le b.a.-ba. Normalement, quand vous êtes en charge de responsabilité, vous devez éviter justement de prendre les gens à rebrousse-poil et de leur imposer d'en haut, parce que vous êtes responsable, des mesures, des solutions. Je crois qu'il y a deux choses qu'il faut bien différencier, selon moi. D'une part, il y a la pédagogie qui est absolument indispensable. Et j'allais dire, la pédagogie du quotidien, c'est tous les jours que les élus doivent être au contact de leur population, écouter, entendre. Et après, vous avez quelque chose d'autre qui est peut-être aussi un mal français, mais pas uniquement français, qui sont les procédures administratives qui s'allongent année après année, dans lesquelles vous cumulez. Mais c'est fou, quand vous prenez un dossier, nous par exemple sur la ligne nouvelle en région sud, regardez le nombre d'études, de concertations, d'enquêtes, tout. Et chaque année on en a une de plus. Donc pendant ce temps, rien ne bouge. Hein. Bien. Donc je pense qu'il faudrait, je crois que c'est le nouveau chancelier allemand qui s'est donné un objectif que je trouve merveilleux, il a dit qu'il voulait réduire de 50% la durée des procédures administratives, pas de la pédagogie. Hein. Les procédures administratives, je fais bien la différence. Eh bien, c'est dans ce domaine-là que j'inviterais bien mon pays à aller, parce que sinon, comme l'a dit Jacques tout à l'heure, on prend du retard. Et quand on prend du retard, c'est une France moins attractive, c'est une France qui décarbone moins, et c'est une France qui a moins d'emplois. Thierry Dallard, vous avez été aux manettes de la SGP. Est-ce que vous avez vu au quotidien ces problèmes que souligne Louis Nègre à l'instant, c'est-à-dire de complexité administrative, de dilution des prises de décision? Oh oui, j'en ai vu. J'en ai surtout vu avant que j'arrive, parce que c'est quand même quelque chose de remarquable. Vous avez un Parlement, un président de la République qui porte un projet en 2010, qui crée une machine sur laquelle je ne reviens pas, mais qui a tous les atouts pour réussir, c'est-à-dire la fiscalité dédiée, la capacité d'emprunt. Et pendant 8 ans, de 2010 à 2018, cette entreprise publique créée que pour cet objectif-là n'a quasiment pas le droit d'embaucher. Bon. Le rapport de la Cour des comptes fin 2017, début 2018, a eu un énorme mérite, c'est de mettre cette réalité sous les feux de la rampe, ce qui a conduit le gouvernement de l'époque à dire non, maintenant on y va vraiment. Donc souvent les décisions administratives, moi j'ai le souvenir quand j'étais tout jeune ingénieur d'avoir fait un débat public, un ensemble de concertations qui couvrait l'ensemble des procédures en moins d'un an, et un beau jour arrive la création de la Commission nationale du débat. Badaboum, il fallait tout recommencer. Il y a eu énormément de chance, puisque le président de la commission à l'époque, quand on l'a saisi, nous a dit « Ouh là là, mais ce que vous avez fait, c'est très bien, surtout continuez, on ne s'en mêle pas ». Et il faut quand même être lucide. Souvent, ces procédures sont autant de points, d'étapes supplémentaires qui permettent de procrastiner et de ne pas prendre une décision. Et je pense qu'il faut revenir à la finalité, souvent, qu'on passe avec un peu trop de rapidité, c'est effectivement la pédagogie. Il faut emporter l'adhésion. Pour qu'un projet se fasse, il faut qu'il y ait une adhésion qui va bien plus loin que les échelons administratifs et les procédures qui se sont rajoutées depuis les débats Bianco des années 90, qui ont pris naissance sur l'hostilité en Provence contre le TGV Méditerranée,
bien, tout ça s'est rajouté, mais si vous vous contentez de suivre à la checklist, de cocher les cases, vous aurez peut-être suivi la procédure, mais vous n'aurez ni convaincu grand monde, mais que vous aurez pris par contre beaucoup de retard. Et un dernier point sur lequel je voulais revenir par rapport à l'échange précédent sur la fiscalité, c'est des ordres de grandeur que je tire d'un rapport que le syndicat des ingénieurs des ponts avait publié en 2016-2017. C'est sur la fiscalité issue de la route. La fiscalité de la route, les produits de la fiscalité s'adossant à la route, c'était en 2015 de l'ordre de 41 milliards. Sur ces 41 milliards, il y en avait 32 qui ont comme origine les taxes sur les carburants. Donc quand on se projette entre 2030 et 2035 sur un basculement vers le véhicule électrique, je crois qu'il y a un sujet sacrément compliqué qui va être comment réinventons une fiscalité qui ne s'appuie plus sur l'usage du carburant, mais qui est quand même assez colossale. Juste là aussi pour mémoire, la dépense globale du secteur routier, c'est 15 milliards. Donc ça veut dire que par rapport aux recettes de 40 milliards, il y en a 25 qui sont en fait aujourd'hui déjà redéployés vers les autres modes. Donc je pense qu'au regard de l'expérience malheureuse du péage poids lourd, de l'écotaxe, il y a effectivement un énorme challenge de préparation et de réflexion sur quelle sera demain une fiscalité de la mobilité qui ne s'appuiera pas sur la consommation de carburant. Votre avis, Diane Strauss, sur cette question? Tout à fait, je pense qu'il on est sur un... Il faut aider la mobilité électrique pour le moment. On est vraiment au moment où, je dirais, le poussin est clos de l'œuf, donc on ne peut pas se permettre de mettre des taxes pour le moment sur les véhicules électriques. Au contraire, il faut soutenir ce mouvement d'électrification. Mais quand on va arriver à un point de bascule, probablement aux alentours de 2026, quand le véhicule électrique aura le même coût qu'un véhicule thermique, à ce moment-là, c'est vrai qu'il faudra réfléchir à réintégrer une fiscalité qui puisse permettre à l'État de bénéficier aussi de l'essor de la mobilité électrique. Le problème Philippe, est très vrai, mais la taxe sur l'électricité automobile posera problème, parce que comment aujourd'hui on va se fournir à une station-service pour avoir de l'essence, du gasoil ou autre chose. Mais en revanche, on pourra recharger sa voiture chez soi, donc avec une électricité domestique qui sera, elle, plus difficile à taxer. Moi, mon sentiment, c'est que la vraie solution, ça sera une redevance kilométrique des transports, comme l'avait prévu l'Eurovignette telle qu'elle avait été présentée dans sa directive, dans la modification de la directive. L'intérêt, ce serait que, d'une part, on aura une assiette extrêmement large, donc on peut avoir un taux extrêmement faible, mais avec un produit très puissant. Donc, je serais plutôt favorable à cela, parce que tout le monde la paiera, alors que la taxation de l'électricité et de l'électromobilité sera beaucoup plus compliquée à mettre en œuvre. Louis ? Non, simplement pour aller dans votre sens, en tant que maire, durant ce mandat, c'est-à-dire jusqu'en 2026, les véhicules électriques dans ma ville ont le stationnement gratuit, mais jusqu'à la fin du mandat. Voilà. Donc on verra ensuite. Et ce que dit Philippe sur une taxation avec un mode extrêmement large et donc faible pourrait être de manière à pouvoir produire des résultats financiers qui nous permettraient enfin de faire quelque chose sans mettre à feu et à sang ce pays. Thierry, vous évoquiez il y a quelques instants la part de la fiscalité sur les carburants affectés au projet de transport collectif. Vous avez peut-être vu il y a quelques jours que l'Allemagne avait décidé d'un grand plan sur 10 ans en faveur du ferroviaire. 84 milliards, je crois, répartis à 3/4 pour l'État fédéral et 1/4 pour les Länder. Est-ce que finalement, ça ne jette pas une lumière d'autant plus crue sur nos impasses de financement ici? Je rajouterais peut-être aussi l'exemple italien, qui sont en train de rénover très fortement leur service ferroviaire, pas simplement l'infrastructure physique, mais aussi la signalisation avec le RTMS. Qu'est-ce que vous pensez de ces trajectoires divergentes, j'allais dire? Elles sont divergentes, mais il faudrait réussir. Et quand je dis ça, je pense qu'il y a un enjeu tout particulier sur le mandat qui va commencer en 2022 après les élections présidentielles. Je ne vais pas revenir sur tous les retards dans les prises de décision, mais vu le temps de toute façon incompressible pour faire un projet, je ne parle même pas des sauts d'obstacles administratifs qui viennent se rajouter là, mais il y a des délais incompressibles. La commande publique, déjà en tant que telle, est un facteur de délai, et c'est comme ça.
il faut qu'on ait, faut qu'il y ait des décisions dans ce mandat. Et quand on regarde les besoins, on avait fait un petit exercice à un groupe de réflexion sur, et finalement, qu'est-ce qu'il faudrait assez vite mettre sur les rails, c'est le cas de le dire, en projet de transport ferroviaire, pas simplement ferroviaire grande distance, mais aussi urbain. Déjà, premier constat, le Grand Paris Express, c'est un formidable outil d'urbanisme en même temps que de transport. Ce que je veux dire par là, c'est que les gares du Grand Paris Express, les 68 gares, vont créer autour d'elles, dans un rayon qu'on parcourt à pied en 10 minutes, un espace équivalent à 1,5 fois la surface de Paris. Donc ça veut dire que ce projet de métro est capable de créer l'équivalent de Paris sans avoir besoin de défricher des milliers d'hectares pour créer des villes nouvelles ou de défricher des terres agricoles. Donc il y a un enjeu au-delà de la mobilité, de la décarbonation de la mobilité, un enjeu de trouver aussi des solutions efficaces pour répondre à la non-artificialisation. Parce qu'on a beaucoup parlé de décarbonation et de réchauffement climatique, mais l'autre gros enjeu auquel nous sommes confrontés, c'est quand même la baisse de la biodiversité. Et ce n'est pas en continuant à étaler des lotissements ou des zones commerciales à perte de vue qu'on va y arriver. Donc l'enjeu du ferroviaire, c'est aussi de favoriser cette densité-là. Et donc, partons des 40 milliards du Grand Paris. Il se trouve que la population en province, qui est dans des métropoles ayant des caractéristiques voisines de la banlieue, c'est à peu près 12 millions d'habitants, c'est comparable au Grand Paris. Et on avait fait une première évaluation de 40 milliards. À ces 40 milliards, il faut tenir compte aussi de ce qui avait été évalué par le COI en 2017. Philippe Duron le saura mieux que moi, mais l'ordre de grandeur, c'est entre 35 et 40 milliards. Et puis, on avait aussi fait une compilation des différents grands projets qui sont partis. Jacques a évoqué que le tunnel Jean-Turin, c'est bien, mais il faut aussi prévoir les voies d'accès. Et donc, en prenant, je dirais, une évaluation très macro, c'est-à-dire en n'essayant pas de rentrer dans une précision académique pour éventuellement gratter 5 ou 10%, on arrivait à 3 fois le Grand Paris Express. En 3 fois le Grand Paris Express, ça fait évidemment une somme colossale, ça fait 120 milliards. Et si on regarde la mécanique de financement du Grand Paris Express, c'est-à-dire une recette dédiée pendant 50 ans, eh bien c'est 3 fois 800 millions d'euros. Donc c'est 1,2 milliard. Ce 1,2 milliard, il est à comparer aujourd'hui aux 4 milliards de fiscalité que perçoit l'État simplement sur les péages automobiles, qui eux-mêmes ne représentent que 10% de la fiscalité globale sur la route. Ce que je veux dire avec ces ordres de grandeur, c'est qu'avoir une ambition qui consisterait à dire « je veux un Grand Paris Express dans toutes les métropoles, je veux boucler un réseau de lignes à grande vitesse, je veux boucler l'axe structurant mixte voyageurs-marchandises entre la France et l'Italie », c'est, je dirais, un tiers de la fiscalité qui est aujourd'hui perçue sur les autoroutes. Donc ça n'est pas quelque chose qui pose un problème financier démesuré. Ça n'est pas non plus un enjeu qui dépasse la capacité de financement des marchés financiers. Il y a aujourd'hui des quantités de liquidités qui manquent de projets. Donc aujourd'hui, ce qui manque effectivement, c'est bien une volonté politique d'aller dans ce sens. Encore une fois, on a les outils. Moi, je suis très préoccupé par la question des compétences, pour avoir beaucoup souffert au sein de la Société du Grand Paris pour réunir à peu près 1 millier de personnes pour faire la maîtrise d'ouvrage. Et je peux vous garantir que toutes les entreprises, les 4000 entreprises qui étaient au service de ce projet, ont toutes beaucoup souffert pour trouver des hommes et des femmes, techniciens, ingénieurs, comptables, financiers, pour pouvoir le porter. Ce projet va commencer à être en capacité à démobiliser ces équipes à partir de 2025 à peu près. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas de grands projets enclenchés derrière, on va faire exactement ce qu'on a fait dans les années 90. On va faire exactement ce qui s'est passé avec le parc nucléaire des années 80. C'est qu'on va avoir des compétences qui vont se perdre. Donc je crois qu'effectivement, il faut des ressources financières. Je pense, avec les ordres de grandeur que je vous ai donnés, qu'on peut les avoir. Il faut de la compétence, on l'a, mais il ne faut surtout pas la perdre. Donc l'enjeu de prise de décision lors de ce mandat, très rapidement dans le nouveau mandat, nous semble être un enjeu particulièrement criant. On ne manquera pas, Louis et Philippe, d'interroger les candidats à l'élection présidentielle le 17 mars prochain lors du grand débat que TDIE organise avec Mobilettre au pavillon Gabriel. On ne manquera pas de les interroger sur la perspective qu'ils donneront, aux infrastructures de transport, parce qu'à vous écouter, le salut est à portée de porte-monnaie, est à portée de main. Et donc, décision politique, on verra ce qu'ils ont les uns et les autres à dire. Jacques Gounod, vous vouliez réagir ?
Oui, je souscris à ce qu'a dit Thierry, et je pense effectivement, en prenant l'exemple du Grand Paris, mais on peut en trouver d'autres, qu'il n'y a pas mieux pour traiter les problèmes de mobilité du quotidien dans une métropole que de faire confiance à la métropole, ou même jusqu'au niveau de la commune. Quand on a un problème insoluble, il vaut mieux le diviser que le globaliser, c'est connu. On a vu que les régions sont très préoccupées de ces aspects de transport. Elles ont financé des matériels de TER tout neufs. Elles les ont financés, ils ne leur appartiennent pas, elles ont du mal à le récupérer, mais peu importe, elles l'ont quand même financé, donc elles ont su le faire. Et moi, je pense que par rapport à la rénovation nécessaire du réseau ferroviaire français, il faut certainement, même si ça peut faire crier certains, appliquer finalement ce qu'a fait l'État il y a 25 ou 30 ans quand il a vu qu'il n'avait plus les moyens ou qu'il n'avait plus la volonté d'entretenir les routes nationales dites secondaires. Il les a transférées au département et finalement, généralement, ça s'est traduit par une amélioration du réseau départemental. Je pense que l'idée de ce réseau ferroviaire monolithique où on traite avec le même niveau d'ailleurs de spécificité technique l'entretien de la ligne à grande vitesse et l'entretien de la voie unique qui a de l'herbe en permanence, n'a plus de sens. Et moi, je militerais pour le fait que ce qu'on appelle aujourd'hui SNCF Réseau se concentre sur les grandes infrastructures interrégionales, nationales, voire internationales, dans une logique de modernisation, les postes d'aiguillage, le RTMS qui ont été évoqués, et qu'on fasse confiance aux élus locaux, que ce soit région, département, collectivité locale, métropole, ça reste certainement à débattre, pour traiter de leur environnement local, fût-il ferroviaire. Une sorte de décentralisation du ferroviaire. Mais il faut donner la prime, c'était à la mode, mais c'est vrai, c'est les territoires en tête. Est-ce que vous entérinez pas, de ce point de vue, une autre évolution depuis 20 ans qui est de plus en plus forte au fur et à mesure des années, qui est, enfin, au-delà de la décentralisation, qui est l'émergence de besoins territoriaux de plus en plus forts. Est-ce que ce n'est pas ça une des grandes évolutions de ces 20 dernières années, Philippe? Bien sûr, mais l'État déjà a fortement sollicité les collectivités territoriales pour cofinancer les infrastructures de transport. Les cofinancer. Les cofinancer. Et il a commencé à donner aux régions les petites lignes, j'allais dire les moins fréquentées, si elles avaient le souhait de les régénérer et de les exploiter. Donc on voit que les choses évoluent dans ce domaine-là. Mais il faut faire attention aussi de ne pas mettre en danger un réseau ferroviaire national qui doit, j'allais dire, faire vivre ses complémentarités. Les gens se plaignent aujourd'hui de la difficulté qu'il y a pour la SNCF et les régions à articuler convenablement les correspondances. Donc on a besoin aujourd'hui d'une cohérence du réseau, d'une cohérence de son exploitation, et ça me semble aussi quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Mais tout à l'heure, Thierry évoquait les besoins de financement, il évoquait le scénario du COI. Parce qu'on savait bien qu'on aurait du mal à faire passer les choses qui nous semblaient les plus ambitieuses. On avait fait 3 scénarios au COI. Il y en avait un très modeste qui était, j'allais dire, l'enveloppe de la loi de finances pluriannuelle. On voyait là que même en 20 ans, on n'arriverait pas à régénérer le réseau. Et puis il y en avait un, le scénario numéro 3, qui prévoyait le doublement des crédits de l'AFIT. Et avec le doublement des crédits de l'AFIT, on ne dégageait que 80 milliards de crédits d'État pour les 20 années qui allaient suivre. Donc on voit même qu'avec ça, ça n'est pas suffisant pour aller vers un optimum de régénération et de modernisation du réseau ferroviaire, parce qu'on parle beaucoup de ferroviaire, mais il faut aussi parler de la route. La route va avoir des mutations à faire avec la digitalisation et l'intelligence artificielle dans les 10 ans ou 15 ans qui viennent. Et puis on parle peu de la voie d'eau, on voit pourtant qu'elle a un rôle essentiel dans la logistique urbaine. Et quand on connaît l'état d'un certain nombre de barrages sur la Seine, mais aussi d'entretien de canaux en France, on voit qu'il faudrait mettre beaucoup plus d'argent sur la voie d'eau. Donc vous le voyez, on a des besoins considérables, et quand tout à l'heure Jacques Coulon disait il y a de l'argent disponible, de l'argent privé qui est disponible, qui cherche à s'investir et à un coût assez faible, eh bien, je pense qu'il faut
prendre ça en considération si l'on veut vraiment avancer et si on veut vraiment atteindre les objectifs que nous fixe l'Union européenne pour 2030 et 2050. Thierry Dallard, tout à l'heure dans l'énumération des ressources, vous n'avez pas évoqué ce qui a agité beaucoup TDIE pendant 20 ans, qui est la captation de la rente immobilière. Alors, est-ce qu'il faut définitivement l'enterrer ou est-ce que c'est toujours un objectif? Quel est votre avis? Après, je vous demanderai votre opinion à vous quatre. C'est un peu le Graal de tout maître d'ouvrage, parce que le maître d'ouvrage, on lui fait payer toujours ses externalités négatives, mais les externalités positives, c'est pas pour lui, c'est pour les autres. Donc c'est toujours très frustrant. Moi, j'ai commencé avant TDIE, donc ça fait 30 ans de vie de maître d'ouvrage, d'essayer de capter cette valeur-là. Il y a très peu de cas où j'ai vu que ça a réussi. J'ai en tête Montpellier, où ils avaient un maire particulièrement visionnaire qui, lors de son premier mandat, avait dit « j'irai à la mer, et j'irai à la mer en tramway, et je vais acheter tous les terrains qui sont entre la mer et le début du tramway ». Bon, là, effectivement, il a pu capter cette création de valeur. Dans le cadre du Grand Paris, il y avait de grandes ambitions au début, mais c'était infaisable parce que déjà, le pilotage immobilier n'était pas dans la compétence de la Société du Grand Paris. Et puis, la création de valeur, il faudrait avoir un maître d'ouvrage qui soit digne des grandes manœuvres et du Blitzkrieg pour être capable de faire sortir son projet et de capter la création de valeur en une seule fois. La création de valeur, elle se fait progressivement sur les 10 à 20 ans de mûrissement d'un projet. Et puis, bien souvent, cette création de valeur, elle est aussi utile pour faire muter les territoires. Quand vous prenez une fiche industrielle au fin fond du Val-de-Marne, au bord de Seine, où il y a des usines qui sont polluées, vous ne pourrez rien développer. Vous pourrez développer parce que vous allez apporter de la valeur grâce à l'accessibilité, mais cette valeur, elle va rester sur l'opération immobilière elle-même pour qu'elle soit viable. Donc, à la fin, les quelques cas où ça peut être envisageable, c'est effectivement des cas où on serait en création d'une ville nouvelle. Oui, on serait typiquement dans la création de valeur. C'est le modèle du PLM qui crée des zones touristiques et des grands hôtels dans des endroits qui étaient que des petits ports de pêche qui sont devenus des grands centres touristiques. Mais la plupart du temps, on est quand même dans des villes denses, complexes, et où la mobilité va d'abord aider à valoriser ou à sortir certains projets de l'impasse, mais qui restera quand même très difficilement des outils de financement. Alors après, il y a une autre question, c'est que autant c'est difficile quand on essaye de le faire sur les opérations ponctuelles immobilières, autant les grandes études économistes d'évaluation socio-économique sont quand même aussi à prendre avec un certain regard. Alors, je mets de côté tout ce qui est valeur tutélaire, le carbone gagné, la vie de l'accidenté qui est sauvé, tout ça, c'est des choses qui sont effectivement prises en compte dans les bilans, mais qui ne sont pas captables en matière financière. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a de vrais apports. Dans les études socio-économiques que la Société du Grand Paris a mis à jour régulièrement depuis 2010, l'impact mesuré sur le PIB était évalué, excusez l'épaisseur du trait, mais entre 10 et 20 milliards. Bon. Même si on prend la tranche la plus basse qui est 10 milliards, ça veut dire que la fiscalité des droits communs va quelque part récupérer 4 milliards induits par le métro. Et donc, je pense que ça rend d'autant plus légitime que le budget commun, que la fiscalité de droit commun soit amenée à contribuer au financement de ces projets, parce que ces projets créent de la richesse. Et cette création de richesse, c'est là où une instance comme le COI est essentielle, dans le tri qu'il fait entre les bons et les mauvais projets, excusez-moi du terme un peu brutal, mais il ne faut évidemment pas utiliser la boîte à outils qui est l'emprunt pour accélérer de mauvais projets. Et dès lors qu'on a un projet qui crée de la richesse, évidemment qu'il faut aller vite. Comment imaginez-vous qu'une entreprise qui a une idée, qui a un brevet, qui veut acheter une entreprise concurrente, on ne va pas lui dire tu vas mettre 50 ans pour l'acheter. Non, si l'idée est bonne, il faut aller vite. L'emprunt est fait pour ça, et la création de richesse permet de rembourser cet emprunt. Et pour revenir sur la question de départ, je crains que les externalités positives liées au projet soient beaucoup trop compliquées, mais il faut revenir à des choses de base. Si l'entreprise France gagne de l'argent et est plus riche avec un projet, il faut que la fiscalité France contribue à financer ce projet. Wynègre, dès demain ? Dès demain, parce que vous l'avez compris. D'abord, j'aurais voulu que quelqu'un et que l'on parle du coût de l'inaction. Finalement, c'est quelque chose, on parle du coût de l'action, c'est toujours trop cher. Mais le coût de l'inaction,
Certains ont calculé ou se sont amusés à calculer et on s'aperçoit que c'est catastrophique pour les générations futures. Donc, mettons les deux colonnes face à face, ça permettra de faire de la pédagogie non seulement, j'allais dire, aux Français, mais aussi aux grands politiques. Cela m'amène à une deuxième réflexion. La deuxième réflexion, c'est que vous l'avez entendu, personne, je dis bien personne autour de cette table, ne nie qu'il y a beaucoup d'argent privé qui est prêt à s'investir et à des taux aujourd'hui encore faibles. Bien, donc c'est plus tout à fait un problème d'argent parce que si nous n'avons qu'une vision de l'État avec près de 3 000 milliards de dettes, effectivement, ça ne va pas. Mais quand on regarde un peu au-delà, on s'aperçoit que de l'argent, il y en a. Point 2. Point 3. Que veut-on ? Mais que veut-on ? Finalement, et cela nous ramène, à la réunion qu'on aura lieu le 17 avec les candidats à la présidence, que veulent-ils ? Il y a des choix. L'honneur du politique, la responsabilité du politique, c'est de faire des choix. Qu'est-ce que vous voulez faire en France dans ce domaine ? Dans le domaine de l'attractivité, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine justement des infrastructures notamment, mais de la décarbonation qui va avec, etc. Quels sont les choix que vous voulez faire ? Parce qu'à partir du moment où le politique, et c'est son boulot, fait ses choix, on trouvera l'argent. On aura à ce moment-là les compétences et on se débrouillera pour financer nos infrastructures qui nous manquent aujourd'hui. C'est simple comme tout. Donc moi, j'attends le 17 mars, cette fameuse réunion de TDE avec les candidats pour entendre. Je n'aurai qu'une seule question, je préviens, hein. Je n'ai qu'une seule question à poser. Hein. Combien mettez-vous d'argent sur la table pour faire quoi ? Voilà, tout le reste ne sert à rien. Bon, on en aura quelques autres quand même en secours. TDIE, tout à l'heure, je rappelais que Europe était constitutif depuis le début. Il y a aussi intermodalité. On a vu depuis, avec notamment l'essor du vélo et l'essor du digital, que l'intermodalité était encouragée. Et je pourrais citer la marche à pied, les complémentarités mode lourd, bus, etc. Est-ce que là, ça ne reste pas un peu un angle mort aussi des investissements et des financements ? On voit que c'est difficile que de rénover. Les collectivités font beaucoup, font énormément, mais manifestement, ça coince encore un petit peu. Est-ce que là, ce n'est pas encore un point à améliorer, Philippe ? Oui, sûrement, mais je crois qu'on a pris le départ, là, déjà. Hein. On a pris le départ, les collectivités, on l'a vu, par exemple, sur la politique du vélo, on fait un effort très important lors des grèves de l'année 2019, hein. Et puis ensuite avec la Covid. Hein. Il y a eu ici un développement avec des pistes provisoires, puis ensuite qui sont en train de devenir des pistes définitives. On voit la montée en puissance, ça c'est important. Mais on le voit aussi qu'avec le 4e appel à projet qui a pris en compte le financement de plateformes multimodales, et ça c'était aussi quelque chose d'important, parce que si on veut par exemple, que le ferroviaire aille chercher plus de clients, plus d'usagers, il faut finalement permettre une meilleure articulation entre la voiture, le bus, le train. Hein. Et donc ici, l'intermodalité, la multimodalité, hein, elle est une des solutions à apporter. Et ce n'est pas forcément le plus cher. Hein. Simplement, il faut qu'il y ait une bonne concertation entre les collectivités territoriales sur ce sujet. Il faut qu'il y ait une bonne lisibilité des efforts qui sont faits. Il faut savoir faire ce que font nos amis suisses, c'est-à-dire aller chercher les piétons à 300, 400, 500 mètres d'une gare, ou les cyclistes, hein, offrir des stationnements qui soient un peu plus généralement mieux dimensionnés que ce qu'on voit aujourd'hui autour des plateformes d'échange. Et puis, il faut que sur les autoroutes, hein, et les voies d'accès aux grandes métropoles, on mette en place des voies réservées pour les bus, les cars, et également pour les covoitureurs. Parce qu'une des solutions, et je pense que Jan Strauss ne me démentira pas, c'est aussi de faire en sorte qu'on combatte mieux l'autosolisme et que, la voiture soit un petit transport en commun. Hein. Et là, sur le plan de la décarbonation, on aura aussi avancé. Jan Strauss,
le vélo, la marche à pied, etc. Ça n'est plus anecdotique, ça commence à se voir quand même dans les parts modales. Oui, en fait, c'est comme la voiture électrique, c'est l'offre qui fait la demande. C'est-à-dire que vous faites des pistes cyclables et elles se remplissent. Vous créez des infrastructures de covoiturage et ils fonctionnent. Vous créez une demande de voiture, enfin une offre de voiture électrique et les gens les achètent. Donc il faut juste créer l'offre et l'offre jusqu'à présent avait été un peu sous-estimée. Là, je pense que pendant le prochain quinquennat, il va vraiment falloir réfléchir à une politique nationale autour de l'offre de services de mobilité, notamment en zone urbaine et périurbaine, qui était clairement le parent pauvre pour le moment de la politique de transport. Jacques Gounon, l'intermodalité, ça vaut aussi pour les marchandises, avec des plateformes multimodales. Là, on a aussi parfois un peu de retard. C'est aussi un axe majeur de développement. On a du retard parce qu'effectivement, dans ce domaine-là, je pense que le fret ferroviaire a toujours été considéré comme une activité qui ne pourrait pas trouver son équilibre par elle-même et qui finalement n'était pas fondamentale par rapport à d'autres secteurs comme le transport de voyageurs, qu'il soit à grande vitesse ou qu'il soit régional, et que finalement, on le sait, la route comblait tous les interstices et que cela fonctionnait bien. Ce que je crois, c'est que je l'ai évoqué, je pense que la réflexion est d'autant plus efficace tant sur le plan de l'organisation que sur le plan financier si elle est locale. Je suis réservé par rapport à un plan national des pistes cyclables. C'est quand même effectivement aux entités locales de les déterminer, de les réaliser. Qu'on les aide, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Sur le fret, ça fait très longtemps, fret ferroviaire ou le fret de façon générale, ça fait très longtemps qu'on en parle. Fer de France a été créé à l'issue des débats sur le ferroviaire il y a maintenant plus de 10 ans, 13 ans même. Pas grand-chose a bougé et ça veut simplement dire qu'il faut effectivement partir du principe que le fret ferroviaire, qui a des spécificités, qui a des logiques de financement qui lui sont particulières, je pense au péage en particulier, doit, comme dans d'autres pays, comme en Suisse ou ailleurs, faire l'objet d'une vraie politique de premier rang, avec un objectif clair qui peut éventuellement être désagréable pour les grands transporteurs routiers, mais qui consiste effectivement à passer de la route au rail. Et là, j'allais dire, on n'a pas encore trouvé, mais on écoutera le 17 mars, mais on n'a pas encore trouvé la grande décision politique qui met en avant le fret ferroviaire. Je citerai une anecdote. Dans le cadre de ce quinquennat actuel, à son tout début, j'ai rencontré le ministre des Transports qui s'interrogeait sur la façon de relancer pour la énième fois le fret ferroviaire. Vous avez participé à toutes les conférences sur le sujet, elles sont nombreuses. J'ai dit c'est quand même assez préoccupant de voir qu'à la direction générale des transports, il n'y a pas un monsieur ou une madame fret. Ça n'existe pas. Il y a un bureau ferroviaire, etc. Il n'y a pas de monsieur ou madame fret. Tant qu'on n'aura pas quelqu'un qui sera à un niveau je dirais, proche des politiques, qui aura un engagement personnel de justifier de son efficacité, ça ne bougera pas. Voilà une question supplémentaire à poser le 17 mars, parce qu'en fait, quand on interroge les Français, je crois qu'ils sont quasi unanimes pour dire que le fret ferroviaire est une bonne solution pour le transport des marchandises, parce qu'ils n'aiment pas les camions sur les routes, parce que c'est décarboné. Mais bon, pour l'instant, effectivement, il y a un angle mort. Ce n'est pas le seul, mais on essaiera le 17 mars, et ce sera la conclusion de cet échange, on essaiera le 17 mars de reposer un peu toutes ces questions aux différents candidats. On a essayé de faire un tour d'horizon. Alors, parfois, c'est parti un peu dans tous les sens, mais c'est la richesse d'un débat, de faire un peu un tour d'horizon de tous ces leviers d'investissement et de financement que les transports appellent au nom de la décarbonation, mais plus largement au nom de la mobilité des Français et des marchandises. Merci pour votre attention. Merci à tous les quatre. Merci à Thierry Dallard qui était à distance pour nous avoir livré quelques éléments des coulisses du financement. Et à très bientôt, et en tout cas au 17 mars pour ce grand débat présidentiel.